Bien, en tout cas, pourquoi est-ce que nous avons choisi ce sujet? Ben, tout simplement parce qu'il a été remis à l'ordre du jour par une proposition de loi de la France insoumise. Vous savez que lors des dernières élections présidentielles, nous avions adressé à tous les candidats un questionnaire. Et la seule formation politique qui avait affirmé son intention de revenir sur cette loi de séparation, c'était la France insoumise. Nous n'avons donc pas été surpris de voir ressurgir ce thème et nous nous sommes dit que plutôt que de rester sur une connaissance approximative de ce qu'est la séparation, il valait mieux écouter l'un des experts reconnus de cette question, à savoir Michel Selig. Michel, tu as maintenant la parole pour nous éclairer. Eh bien, merci Gilbert. Bonjour à tous. Le sujet, effectivement, des régimes dérogatoires des cultes revient périodiquement dans l'actualité. Ce qui signifie malheureusement que cette exception au principe constitutionnel de laïcité n'a toujours pas été supprimée. Alors, pour être précis, je présenterai successivement le régime dit concordataire d'Alsace et de Moselle, son histoire, il faut bien en dire quelques mots, et sa réalité actuelle. Ensuite, l'aspect juridique et notamment constitutionnel, les faits qui expliquent son maintien jusqu'à ce jour, bien sûr l'initiative de la France insoumise et ses conséquences, et les perspectives d'évolution. Alors j'ai bien séparé ces parties puisqu'il me semblerait intéressant que, si vous le souhaitez, nous puissions échanger à l'issue de chacune de ces parties. Je pense qu'au moins Gilbert pourrait éventuellement intervenir s'il le souhaite. Alors, quelle est l'histoire de ce régime? Dois-je vous rappeler les circonstances de la signature du Concordat par le premier consul de la République, Bonaparte, en 1801? La Révolution avait mis fin au régime d'alliance entre la monarchie et l'Église catholique. Le roi de France, roi absolu, considérait que tous ses sujets devaient être catholiques. Jusqu'en 1787, où est publié un édit de tolérance, le protestantisme est interdit, sauf en Alsace, privilège accordé par Louis XIV à la province lors de son intégration au royaume en 1681. De petites communautés juives bénéficient aussi de rares privilèges en Alsace, en Lorraine, autour de Bordeaux et du Pays basque, ainsi qu'à Avignon, qui était alors, je vous le rappelle, propriété du pape. La Révolution accorde progressivement la citoyenneté à tous, quelles que soient leurs convictions religieuses. L'état civil n'enregistre plus la religion des enfants qui sont déclarés. La France ne connaît plus ni catholiques, ni protestants, ni juifs, ni athées, mais uniquement des citoyens. Mais la politique religieuse de la Convention, les persécutions religieuses dont il faut bien parler, sont une des causes des révoltes royalistes de Vendée, des Chouans et de quelques autres régions, une véritable guerre civile. Or, la Première République est presque constamment confrontée à l'hostilité des monarchies européennes. Bonaparte estime que pour gagner la guerre extérieure, il fallait la paix intérieure. C'est pourquoi il signe avec le Vatican ce qu'on appelle un traité de paix, le Concordat. Un texte très court, de 17 articles, qui n'énonce que des principes. L'Église reconnaît la légitimité du régime républicain, la République reconnaît la place de l'Église dans la société. L'Église renonce aux biens qui lui ont été confisqués en 1789, la République s'engage à rémunérer le clergé. Et la République retrouve le privilège exceptionnel dont disposait la monarchie, la nomination des évêques. Voilà, c'est tout ce que contient le Concordat. Alors ce Concordat, il est cependant complété par des décrets d'application, comme on dirait aujourd'hui, qui entrent dans le détail de l'organisation de l'Église et de ses relations avec l'État. Ce sont les fameux articles organiques l'année suivante, en 1802. Et cette même année, des textes comparables sont imposés au culte catholique et luthérien, puis, sous l'Empire, quelques années plus tard, au culte juif. Après le Premier Empire, durant les 2 premiers tiers du XIXe siècle, l'Église revancharde s'efforce de reprendre le contrôle de la société. Le fameux syllabus du pape Pie IX en 1864 condamne absolument aussi bien la démocratie que la liberté de conscience. C'est pourquoi, après 1870, les républicains inventent, je tiens à ce mot, la laïcité, notamment à l'école, puis décident de séparer définitivement pouvoir politique et pouvoir religieux. C'est la loi de 1905 qui assure la liberté de conscience tout en garantissant celle de culte et qui proscrit toute reconnaissance ou financement des cultes. Or, de 1871 à 1918, l'Alsace et la Moselle
sont allemandes. Et l'Empire, pour faciliter l'intégration des populations, maintient en vigueur des dispositions françaises, dont le Concordat et les textes complémentaires, ainsi qu'une partie, il faut le noter, de la loi Fallou de 1850, loi française, qui imposait un enseignement religieux à l'école. Après 1918 et le retour des territoires à la France, la République fait de même en maintenant des dispositions en vigueur au moment de l'armistice. Le Concordat, la loi Fallou, mais aussi de nombreuses dispositions non religieuses, le tout constituant le droit local alsacien-mosellan, qui a connu des évolutions depuis, mais dont l'essentiel est toujours appliqué aujourd'hui. Voilà pour l'histoire. Alors, si vous le voulez, nous allons passer à la situation actuelle. Ça vous intéresse peut-être davantage. Aujourd'hui, les ministres des cultes, curés, évêques, pasteurs et rabbins, ainsi que certains responsables ou assistants administratifs, sont des employés publics et perçoivent salaire et pension de retraite. Également les veuves et les orphelins, pour ceux dont le culte permet le mariage, pasteurs et rabbins. Pour les protestants, il s'agit des cultes luthériens et calvinistes, ou on dit aussi souvent réformés. Depuis peu, ces deux cultes sont d'ailleurs administrativement fusionnés en Alsace et en Moselle, mais ne sont pas concernés les évangéliques, qui prennent de plus en plus de place. Pour les juifs, il s'agit du culte consistorial tel qu'il avait été imposé, établi par Napoléon. Le culte juif libéral, celui, vous connaissez tous, Delphine Orviller, n'est pas concerné. La totalité des dépenses pour payer ce dont je viens de parler, salaire et pension de retraite, est prévue dans le budget national pour environ 55 millions d'euros actuels. Budget national, ça veut dire que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, comme moi, avec vos impôts, vous participez, ne serait-ce que pas à la marge, au financement des cultes en Alsace et en Moselle. Contrairement à ce qui se passe par exemple en Guyane, où c'est la collectivité de Guyane qui est obligée de financer le culte catholique. Par ailleurs, les structures de gestion technique et budgétaire des paroisses ne sont pas, comme ailleurs en France, des associations cultuelles, mais des établissements publics du culte. On voit bien ce terme, établissement public du culte. Ainsi, pour les paroisses catholiques, on les appelle les fabriques des églises paroissiales, dont le maire de la commune est obligatoirement membre de conseil. Sur tout le territoire français, les communes sont très souvent propriétaires des lieux de culte catholiques. Elles sont tenues d'exercer leur obligation de propriétaire, assurer la sauvegarde matérielle des bâtiments si les murs s'effondrent, si le toit est crevé. En Alsace et Moselle, un décret de 1809 contraint les communes à combler le déficit éventuel du budget des fabriques, ce qui va bien au-delà. L'achat de vêtements sacerdotaux, par exemple, les fleurs, la décoration, l'entretien quotidien, etc. Et bien évidemment, de très nombreuses fabriques n'ont pas un budget équilibré. Cette disposition n'existe pas pour les protestants et les juifs, dont les bâtiments ne sont d'ailleurs que très rarement propriété publique. Je vous rappelle que si les églises catholiques sont propriété publique, cela provient de 1789, lorsque les biens de l'Église ont été nationalisés. Or, au moment du Concordat, l'Église a renoncé à réclamer ces biens. Ils sont donc restés propriété publique, ce qui n'est pas le cas des lieux de culte des autres cultes. Alors, les ministres des cultes, surtout catholiques, bénéficient également d'avantages. Un logement, le presbytère, dont les textes prévoient d'ailleurs qu'il soit agrémenté d'un jardin, le tout entretenu bien sûr par la commune. Par ailleurs, la loi de 1905 ne s'applique pas, en particulier son article 2, dont je vous rappelle qu'il proscrit le financement des cultes. Donc les collectivités locales, sous réserve d'avancer un intérêt public, peuvent subventionner tous les cultes, reconnus ou non. Par exemple, si le projet de mosquée de la communauté que j'appelle mosquée turque de Strasbourg a vu son financement par la ville remis en cause il y a 2 ans,
pour des raisons de procédure. On peut rappeler que quelques années auparavant, la mosquée dite marocaine avait été financée au moins à moitié par la ville, l'agglomération, le département du Bas-Rhin et l'ancienne région Alsace. Enfin, c'est symbolique, mais les représentants des cultes reconnus ont une place protocolaire privilégiée au cours des manifestations publiques en Alsace et en Moselle. Alors d'autres aspects religieux sont également propres à l'Alsace et à la Moselle. D'abord, l'enseignement religieux que j'évoquais tout à l'heure avec la loi Fallou. Il est obligatoirement organisé par l'État dans les écoles publiques du primaire au lycée. Cela découle donc non du Concordat, mais de la loi Fallou. Ce domaine mériterait un webinaire à lui tout seul, mais je pourrais répondre à vos questions. Ensuite, des facultés de théologie publique sont incluses dans l'université de Strasbourg, l'UNISTRA. Le président, université donc catholique et une protestante. Le président de l'université globale, UNISTRA, est d'ailleurs aujourd'hui un prêtre catholique enseignant le dogmatique. Ces facultés sont des créations de l'époque allemande. Un département de théologie existe aussi à Metz, à l'université de Lorraine. Et là, il faut le dire, c'est le fruit d'une convention entre la France et le Vatican, la France de Giscard, en 1974. Les trois départements bénéficient aussi de 2 jours fériés supplémentaires, ce qu'on appelle le vendredi saint, le vendredi qui précède Pâques, et le lendemain de Noël. Mais là, rien de concordataire, mais l'héritage du Code du travail allemand. Il en va de même des règles particulières de l'ouverture des commerces les dimanches et les jours fériés. C'est là le Code de commerce allemand qui continue de s'appliquer. Il y a encore peu, une disposition qui était pratiquement pas appliquée depuis des lustres, mais qui faisait toujours tâche dans les textes, dans le code pénal, existait en Alsace et en Moselle un délit de blasphème, et là encore, rien de concordataire, mais l'application d'un droit allemand des années 1870. Voilà pour la situation pratique du système dit concordataire actuellement en Alsace et Moselle. Je dis bien dit concordataire parce que vous m'avez entendu à plusieurs reprises dire que c'est pas dans le concordat, c'est autre chose. Le système, le régime local des cultes en général dépend du concordat, mais aussi de bien d'autres aspects. Et donc, ces aspects, ces différents domaines peuvent être parfaitement disjoints. On peut très bien supprimer le financement des ministres des cultes sans que cela change la nature des jours fériés. Il faudrait tout à fait d'autres lois pour supprimer cela, puisque ça n'a juridiquement, rigoureusement rien à voir. Mieux encore, on met généralement en avant les affaires sociales, c'est-à-dire la sécurité sociale et le droit du travail. Bien entendu, aucun rapport avec le Concordat. Ce sont des dispositions allemandes qui sont totalement profanes. Voilà pour la situation actuelle. S'il n'y a pas de questions, d'intervention, peut-être que je vois peut-être apparaître deux questions, peut-être là. Ah non, ce sont des amis qui disent qu'ils ne pourront pas rester. Voilà, on peut poursuivre, Michel. On poursuit. Alors, un sujet est complexe, mais très souvent avancé, notamment par les défenseurs du système local. C'est le problème, c'est la question, plutôt, c'est pas un problème, la question du droit et de la constitutionnalité du régime. Et la question a été récemment mise au point par le Conseil constitutionnel par 2 décisions essentielles. Alors, je les donne dans l'ordre chronologique. En 2011, sur un sujet non religieux, le Conseil a décidé que pour tous les domaines du droit local, le domaine religieux, comme la sécurité sociale, comme les jours fériés, comme le droit de la chasse, comme la pêche, comme je vais pas énoncer tous les aspects du droit local, j'en aurai pour un quart d'heure. Donc, pour tous les domaines du droit local, il ne peut plus, depuis cette décision de 2011, il ne peut plus être décidé de modification
que celle qui rapprocherait le droit local du droit national. Or, tout le monde sait qu'un droit qui n'évolue pas, puisque la société évolue, et que nous vivons dans un environnement aussi européen, tout le monde sait qu'un droit qui n'évolue pas est un droit qui risque de mourir. Et donc, nos adversaires voudraient évidemment faire sauter cette décision du Conseil constitutionnel de 2011. Et nous nous battons régulièrement, notamment pour des décisions concernant l'école, nous nous battons régulièrement pour que cette décision soit strictement appliquée. Pardon Michel, mais cela signifie que si par exemple le culte musulman demandait à bénéficier des dispositions concordataires dans ces départements, par souci d'égalité de traitement, ça lui serait refusé. Tout à fait. D'ailleurs, un député aujourd'hui, les Républicains, non, il n'est plus député. Enfin, un député, il était député RPR à l'époque, il y a maintenant une quinzaine d'années. Il est actuellement maire de Metz, François Grosdidier, a déposé il y a une quinzaine d'années une proposition de loi visant à donner aux cultes musulmans les mêmes avantages que les cultes dits concordataires. Ça n'a pas eu de suite. Mais aujourd'hui, le texte du Conseil constitutionnel de 2011 interdit, je vais être plus précis, toute augmentation des différences avec le droit national et toute augmentation du nombre de bénéficiaires. Et le texte est précis là-dessus. D'accord. Donc, plus d'augmentation des différences, impossibilité d'étendre le droit à de nouveaux bénéficiaires. Donc, c'est la fameuse décision Somodia que tous les acteurs du droit local connaissent bien évidemment. La deuxième décision du Conseil constitutionnel est aussi très importante. Et nos adversaires n'en retiennent qu'un élément. En 2013, le Conseil a été interrogé sur la constitutionnalité du salaire des pasteurs protestants. Je pense que je ne connais pas l'association qui avait lancé la question prioritaire de constitutionnalité. Je pense que c'est une association qui n'avait pas osé s'attaquer au culte catholique et qui a pensé qu'en s'attaquant aux protestants qui sont moins nombreux, ça pouvait peut-être passer. Je suppose. Et toujours est-il que, suite à cette question de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a pour la première fois donné une définition constitutionnelle de la laïcité. Et je propose d'ailleurs que ce texte-là, cette partie de la décision, soit écrite partout, et y compris, pourquoi pas, sur le site du CLR. Alors, le Conseil a décidé, a d'abord relevé que la Constitution actuelle qualifiait la République de laïque et que, de ce fait, je cite, et là je ne fais que citer le Conseil, la Constitution assure l'égalité devant la loi de tous, les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Elle assure que le principe de laïcité figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, qu'il en résulte la neutralité de l'État, qu'il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte, que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, et que la République garantisse le libre exercice des cultes, et pour finir, qu'il implique, donc le principe constitutionnel, il implique que la République ne salarie aucun culte. Dans la définition de la laïcité complète que donne ici le Conseil constitutionnel, il y a bien cette formule, la République ne salarie aucun culte. Alors comment expliquer que l'on continue à payer les pasteurs, les curés et les rabbins en Alsace et en Moselle, alors que la messe semblait dite? Mais le Conseil a estimé que si les constituants de 1946 et 1958, tout en qualifiant la République de laïque, n'avaient pas remis en cause les régimes dérogatoires des cultes, ceux-ci bénéficiaient alors d'une justification historique et donc d'une forme de conformité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel ne peut pas se mettre à la place des constituants. Il peut juger si quelque chose est conforme ou compatible avec la Constitution, mais ce n'est pas à lui de l'écrire. Or,
les constituants de 46 et de 58 ont bien dit que la République était laïque, et le Conseil nous dit que cela implique que la République ne salarie aucun culte, mais ces mêmes constituants ont estimé que, eh bien, ce qui se passe en Alsace-Moselle, en Guyane et dans les territoires d'outre-mer, c'est historique, on ne va pas y toucher. Mais le Conseil, troisième élément, a cependant noté que toutes les lois qui ont permis le maintien du droit local précisaient le caractère provisoire de celui-ci. Il les énumère avec la formule de la loi qui indique bien qu'elle est provisoire ou transitoire. Et il assiste bien, le Conseil, sur la possibilité pour le Parlement de modifier ces lois et le gouvernement de modifier les dispositions réglementaires. Donc, je résume. Le Conseil constitutionnel a estimé que la laïcité, principe républicain, implique qu'il n'y a pas de salariat des cultes. Mais, pour des raisons historiques, on accepte qu'il y ait le maintien des dispositions particulières d'Alsace de Moselle et par ailleurs aussi de Guyane. Mais il est bien rappelé que ces dispositions sont provisoires et qu'à tout moment, les pouvoirs exécutifs ou parlementaires peuvent, en fonction de leur pouvoir, de manière législative ou réglementaire, revenir sur ces dispositions. Et Michel, est-ce que cela justifie que ce droit continue d'exister? Son maintien s'explique-t-il simplement par ces décisions du Conseil constitutionnel? Sur le plan juridique, oui. Sur le plan juridique, oui, le Conseil constitutionnel dit la loi, d'une certaine façon, dit la conformité des lois avec la Constitution, et il dit bien que ce qui se passe en Alsace et en Moselle, et d'ailleurs en Guyane, ce qui se passe dans ces territoires ne correspond pas à la définition de la laïcité qu'il donne dans la même décision. Mais, historiquement, c'est maintenu. Maintenant, si vous voulez vous en débarrasser, vous avez parfaitement le droit de le faire. Je résume en langage simple ce que dit le Conseil. Nos adversaires ne retiennent qu'une seule chose, pour dire que le Conseil, en 2013, a jugé le concordat conforme à la Constitution, point. Or, il faut lire la décision du Conseil dans son entier, et elle est éclairante. Et en particulier, cette définition de la laïcité qu'il donne, j'estime que nous devrions la répéter plus souvent. Voilà pour cet aspect juridique que j'ai essayé de donner à la fois dans sa formulation juridique précise, mais aussi, en parlant un langage plus clair. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui, alors, on peut se poser question maintenant de savoir quelles sont les raisons du maintien de ce régime. Ah, c'est sûr. Alors, on peut classer ces raisons en deux catégories. D'abord, les affirmations, je parle de ceux qui défendent le concordat, les affirmations du caractère indissociable des dispositions du droit local. Si on arrêtait de payer les curés, on perdrait le droit du travail local. Or, juridiquement, rien ne lie entre elles les très diverses dispositions locales. Du droit des associations, de la chasse, de la publicité foncière, des professions libérales, de la protection sociale, etc. Si seul le concordat assurait la pérennité de ces dispositions, ce serait que celles-ci n'auraient alors que peu d'arguments pour les défendre. Et pourtant, on nous dit que le concordat, c'est l'épine dorsale du droit local et que s'il disparaît, tout disparaît avec lui. Juridiquement, c'est inacceptable comme affirmation. C'est une simple affirmation de défense d'un privilège sans plus. Alors, c'est une des principales raisons et discours des tenants du concordat. L'autre raison, ce sont les affirmations identitaires. Et il faut bien dire essentiellement alsaciennes. Un exemple éclairant. Le président de l'Institut de droit local. Alors, l'Institut de droit local est une structure associative qui a été créée après un rapport qui avait été rédigé par Jean-Marie Bockel, à l'époque maire de Mulhouse et député, puis ensuite un ministre, je ne sais plus de quoi, de Mauroy en 81. Et Mauroy avait demandé
à Bockel, qui était donc socialiste. Il a même siégé au conseil supérieur du PS, au comité central du PS, avec moi au titre du CRS avec Jean-Pierre Chevènement, avant d'aller voguer vers d'autres cieux. Eh bien, Jean-Marie Bockel était très attaché au droit local, comme généralement beaucoup d'Alsaciens, et il avait demandé à ce que soit créée une structure qui fasse le bilan de ce qu'est le droit local. Et effectivement, il y a peu de temps, il y a quelques années, l'Institut du droit local a rédigé un livre très intéressant, je peux aller le chercher, il est un peu plus loin sur mes étagères, un, un code du droit local qui est paru chez LexisNexis et qui nous donne donc tous les éléments de ce droit. Et si on le consulte, on voit bien que le concordat ne représente qu'une toute petite partie du total. Mais donc, ce président, cet institut du droit local qui a fait ce travail est une structure associative qui est payée presque uniquement avec dizaines de cotisations individuelles, qui est payée presque uniquement par les collectivités locales. Et il est par les collectivités locales qui défendent le droit local, considéré comme à la fois le défenseur et celui qui dit le droit. Alors voilà ce que dit Jean-Marie Wörling, président de cet institut. Jean-Marie Wörling, qui n'est pas un imbécile, comme on dit, il a été président du tribunal administratif de Strasbourg. Il dit ceci, je le cite entièrement. Le droit local est ainsi devenu un élément du paysage alsacien, un marqueur de l'identité de la région, un aspect de l'épopée alsacienne dans laquelle se retrouvent tous les Alsaciens de cœur. On veut garder le concordat ou les corporations parce que c'est à nous et qu'on ne supporte pas que Paris nous dise que ce n'est pas bien. Le droit local devient ainsi un moment de revanche à l'égard de l'intérieur. L'intérieur, c'est le reste de la France. Grâce à lui, nous sommes meilleurs que les autres Français. On perçoit dans le droit local une dimension morale ou religieuse. Bien sûr, ce sont surtout les dispositions relatives au culte qui sont censées exprimer ce contenu éthique du droit local. La question du maintien du concordat n'a pas été vécue par les populations concernées comme une simple question religieuse, mais comme touchant à leur identité, à leur être même. Certaines règles de droit local ne survivent qu'en raison de leur fonction d'ersatz d'un véritable statut d'autonomie territoriale. À défaut de pouvoir s'exprimer dans les domaines qui les intéressent, les populations locales se raccrochent à des dispositions sans intérêt réel, mais qui leur permettent d'exprimer de manière emblématique, quoique inadéquate, leur volonté de sauvegarder leur identité régionale. C'est beau comme de l'antique. Oui, mais Michel, est-ce qu'il y a eu des consultations de population locale, des sondages qui viendraient contredire cette déclaration? Est-ce qu'aujourd'hui, si on sonde nos concitoyens de ces départements, est-ce qu'on est sûr qu'ils vont déclarer un amour démesuré envers ce concordat? Alors, il faut bien savoir deux choses. Premièrement, c'est que l'essentiel de la population est, ne connaît pas bien la situation juridique précise. Hmm. Et quand on leur dit, les élus politiques, les médias, que si on touche au concordat, on va toucher à d'autres aspects du droit local, c'est quelque chose qui marque. Et donc, on a beau être nombreux à faire de la pédagogie dans ce domaine, c'est pas facile d'aller contre un discours dominant. Ça, c'est une chose. Mais malgré tout, le Grand Orient de France il y a maintenant 3 ans, 2 ou 3 ans, 3 ans, a fait faire un sondage par l'IFOP, qui est un institut, je pense, tout à fait sérieux, sur le concordat et sur des régimes dérogatoires des cultes. Or, pour la première fois, il est apparu que pour l'ensemble des 3 départements d'Alsace et de Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin, une majorité des sondés, plus de 50%, étaient pour la suppression du concordat. Oui. Très majoritairement en Moselle, très majoritairement dans le Haut-Rhin, encore beaucoup plus majoritairement dans l'agglomération de Strasbourg, mais contre cette suppression dans la campagne du Bas-Rhin. Ça correspond à des questions sociales et aussi à
au partage des religions dans ces départements d'Alsace. Donc, j'ajouterai à cela qu'il y a un autre sondage qu'on peut mettre en avant. J'ai parlé tout à l'heure de l'enseignement religieux à l'école. Je ne vais pas entrer encore une fois dans le détail de son organisation. Il est obligatoirement organisé par l'État, mais les parents peuvent en dispenser ou ne pas envoyer leur enfant à cet enseignement. Eh bien, il y a maintenant encore une vingtaine d'années, 80% des gamins assistaient à cet enseignement religieux dans les écoles primaires d'Alsace et de Moselle. Dans les 3 départements aujourd'hui, on est en dessous de 50%. C'est aussi une forme de sondage. Pas exactement sur le même sujet, mais ça montre bien la désaffection de la population, comme partout, vis-à-vis de l'empreinte religieuse. Alors, la principale raison du maintien du concordat, eh bien, le manque de courage politique des élus, y compris d'élus de gauche, alsaciens et mosellans. Si vous voulez, je vous raconter une anecdote. Je connaissais très bien Roland Ries, sénateur maire socialiste de Strasbourg en 2012, pour différentes raisons. Et lorsque François Mitterrand avait prévu dans son discours du Bourget d'inclure les 2 premiers articles de la loi de 1905 dans la Constitution, ce qui d'une certaine manière mettait en cause le régime local. C'était François Hollande. Quoi j'ai dit? J'ai dit François Mitterrand. Dit Mitterrand. C'était François Hollande. Bien sûr, bien évidemment, mais pas Mitterrand. Même si dans les 80 propositions de Mitterrand, je pense qu'il y avait quelque chose là-dessus. Mais donc, François Hollande annonça dans son discours du Bourget, immédiatement, Roland Ries, sénateur maire socialiste de Strasbourg, fait une tribune dans Le Monde. Moi, Roland Ries, socialiste, alsacien et pour le Concordat. Et bien sûr, comme vous connaissez François Hollande, toujours adepte du consensus, donc il a reculé et il a seulement, dans son programme officiel, il a indiqué qu'il mettrait effectivement la loi de 1905 dans la Constitution et virgule, sous réserve de l'application particulière des dispositions d'Alsace et de Moselle. Ouais. Bien. Bah oui. Bon, et bien donc Roland Ries, moi je le vois quelques semaines après, et je lui dis tout franchement, parce que je le connais bien, je lui dis franchement, Roland, tu nous emmerdes. Tu casses tout le travail des militants depuis longtemps, etc. Toi, en tant que militant socialiste, ancien militant du SNES, etc., etc. Il me fait oui, Michel, mais tu sais, si en 1924, Édouard Herriot avait eu des couilles, eh bien, on n'en serait pas là. Je lui ai répondu que si l'on avait aujourd'hui, ça serait peut-être pas mal non plus. Nous ne sommes plus jamais revus depuis. Voilà. Donc, il s'agit bien d'une trouille des élus locaux qui n'en pensent pas moins pour certains, mais qui estiment que, voilà, sans doute la population n'accepterait pas aussi facilement la chose. Donc voilà ce que je peux dire sur les raisons qui maintiennent ces dispositions locales. Et c'est là qu'intervient l'initiative de la France Insoumise. Alors, cette proposition de loi a été déposée et elle vise à supprimer les régimes dérogatoires des cultes en Alsace-sur-Moselle, mais aussi outre-mer. Il s'agit là, incontestablement, tu l'as rappelé Gilbert, d'une position constante des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon. Sur ce plan-là de la laïcité, Jean-Luc Mélenchon n'a pas évolué. Sur d'autres, on peut en discuter. On peut cependant s'interroger sur le calendrier et beaucoup s'interrogent. Qu'est-ce qui justifiait cette initiative solitaire en ce moment? On me dira que c'est toujours le moment de rappeler ses convictions. Mais il peut paraître aussi qu'il s'agit là d'une manœuvre que certains qualifieront de diversion pour faire oublier les prises de position pour le moins controversées sur l'abaya, les signes religieux à l'école, le soutien des personnalités islamistes comme les imams expulsés de France, ou encore la qualification du Hamas dans le conflit du Moyen-Orient. Et ce que je viens de dire là, ce sont des amis socialistes qui me le disent, ou communistes, qui me disent qu'ils considèrent que cette initiative de la France insoumise est une manœuvre. Je laisse la responsabilité, je laisse chacun juger de la question. D'ailleurs, à ma connaissance, aucun autre mouvement de gauche n'a souhaité s'associer directement à la démarche, même si communistes et radicaux de gauche ont réaffirmé de leur côté leur hostilité au Concordat. Et qu'un certain nombre d'amis socialistes de la Fédération de la Moselle
dont des membres du CLR que je connais, qui sont peut-être à l'écoute maintenant, sont favorables à cette disparition du Concordat et l'ont dit publiquement. Alors, l'initiative des Insoumis permet justement aux partisans du statu quo de dire qu'il ne s'agit que d'une manœuvre des seuls insoumis et que donc, par défaut, toutes les autres forces politiques ne réclament pas la suppression du Concordat. Il peut y avoir un effet contre-productif, d'autant plus qu'il faut être bien sûr sérieux. Cette proposition de loi n'a, dans les circonstances actuelles et la situation actuelle de l'Assemblée nationale, plus encore du Sénat, aucune chance d'être adoptée. Alors, quelle perspective, malgré tout? Donc, il est difficile d'envisager une rupture brutale. J'aimerais bien. Mais jusqu'à présent, tous les gouvernements ont estimé nécessaire de caresser l'Alsace dans le sens du poil. Il ne faut pas ébouriffer les Alsaciens. Donc, que pouvons-nous faire? Il faut bien sûr réaffirmer nos positions, affûter nos arguments sur deux aspects. Il faut agir pour que la République ne cède pas aux revendications identitaires, notamment celles qui, en Alsace, prônent le renversement de la jurisprudence constitutionnelle pour permettre d'aménager, de conforter par des décisions locales le droit particulier d'Alsace et de Moselle. C'est une demande des cultes alsaciens, soutenue par la droite alsacienne, qui en particulier voudrait mettre la main sur une partie de l'enseignement public. En plus de l'enseignement religieux qui est facultatif, ils voudraient pouvoir, en fait, qu'on leur confie en Alsace et en Moselle, en Alsace surtout, que leur confie un enseignement d'une certaine façon du fait religieux, en faisant venir des imams, des bouddhistes, etc., mais tout ça sous l'autorité de l'Église catholique. Et donc, nous nous sommes battus auprès du ministère de l'Éducation nationale pour que cela ne se fasse pas. D'abord parce que c'était contraire à la décision Somodia dont j'ai parlé tout à l'heure. On étendait le droit local au-delà de ce qu'il est. Et d'autre part, eh bien, les cultes prenaient la place des enseignants fonctionnaires de l'éducation nationale qui sont chargés de parler du fait religieux à l'école, et ce n'est pas à d'autres de venir le faire. Mais peut-on imaginer que sans votre intervention, cette disposition aurait pu être validée par les pouvoirs publics? C'est quand même aberrant. Il y a eu quelques... Alors, sur le plan local, je pense que des gens étaient prêts à l'accepter. Au niveau du ministère, c'était à l'époque de Blanquer. J'avoue que j'ai eu heureusement l'appui d'un certain nombre de mes amis, vous pouvez deviner qui, au ministère, et je pense avoir quelque peu participé à la rédaction de certaines réponses à des questions écrites sur ce sujet. Ça serait peut-être passé tout seul, mais on a tout fait pour que ça ne se fasse pas. Mais comme l'aspect constitutionnel, la fameuse décision Somodia dont j'ai plusieurs fois parlé, n'est pas obligatoirement connue par les fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale. C'est Ah, pas ils disent pas ça tous les matins. Donc il a fallu leur rappeler pour dire vous pouvez pas accepter ça à cause de. Donc absolument tenir bon sur cette loi, sur cette décision Somodia du Conseil constitutionnel. Donc ne pas que ça aille pas plus loin. Ensuite, il faut utiliser l'évolution de la société, le déclin de la participation des enfants dans l'enseignement religieux pour agir sur ce maillon faible. Je l'ai dit tout à l'heure, cette obligation d'une heure d'enseignement religieux par semaine à l'école publique, même si beaucoup d'enfants n'y vont pas et sont alors relégués à la bibliothèque de l'école, mine de rien, nous avons un argument de poids, c'est que cette heure d'enseignement religieux à l'école primaire, sur les 24 heures hebdomadaires de l'enseignement, prive les enfants de près de 200 heures d'enseignement des matières du programme entre le cours préparatoire et le CM2. Et c'est pas rien, 200 heures. C'est un argument qui avait failli être retenu par, là encore, à l'époque de François Hollande. Je pense, nous avions des relations avec Najat Vallaud-Belkacem qui semblait être convaincu. Et en 2016, il y a eu le congrès de la Ligue de l'enseignement à Strasbourg, le 150e anniversaire de la Ligue. Et François Hollande est venu. Et tout le monde attendait son discours. Et qu'est-ce qu'il a dit au sujet? Comme d'habitude, il faut le consensus. Il n'y a pas eu de consensus, donc rien n'a bougé.
Donc, mais c'est quand même une argumentation qu'il faut pouvoir reprendre, le fait que les enfants d'Alsace et de Moselle sont privés de 200 heures de cours dans leur scolarité primaire. Il n'y a aucun cours, on leur donne rien de plus. Ils vont à la bibliothèque, on leur donne quelque chose à lire ou quoi, mais on ne peut même pas. Jusqu'à présent, certains enseignants leur faisaient faire des travaux complémentaires. Ils ont été remis à l'ordre parce que c'était pas possible, parce qu'on faisait de la discrimination positive pour ceux qui faisaient pas religion. Mm. Absolument. Ce sont les étudiants de l'INSPE de Lorraine qui m'ont dit ça, ceux qui étaient stagiaires dans les écoles et qui m'ont dit qu'on leur avait interdit de faire quelque chose aux enfants qui n'allaient pas en religion. Mais donc ça, c'est un angle d'attaque, parce que si on arrivait à faire évoluer les choses dans ce domaine de l'enseignement, c'est un coin qui est enfoncé dans le système. Mais le concordat lui-même, je pense qu'un jour, il disparaîtra. Mais je ne sais pas exactement quand, parce que les réticences sont nombreuses, et en particulier, essentiellement d'ailleurs, cette question identitaire alsacienne. Et j'avoue que chaque fois qu'un gouvernement et le gouvernement actuel et le président actuel parlent de refaire une loi de décentralisation, j'ai toujours quelques angoisses qui laissent le pouvoir dans ce domaine-là aux élus locaux d'Alsace, ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous arrangerait sans doute pas du tout pour nos questions. Moi, j'en ai terminé et prêt bien sûr à répondre à toutes les questions. Merci Michel, merci pour cet exposé très très clair. Est-ce que le, l'adhésion au concordat ou la volonté de le supprimer, c'est un marqueur politique gauche-droite, ou ce sont des positions qui traversent tous les courants politiques? Alors, bon, pour certains, alors bon, pour la France insoumise, apparemment, ils sont tous d'accord. Pour le Parti radical de gauche, qui est quand même très minoritaire, c'est incontestablement d'accord pour le supprimer aussi. Le Parti communiste de Moselle, qui a organisé une réunion publique il y a maintenant un mois ou deux, à laquelle j'ai assisté dans la salle, bien sûr. Je ne m'affiche pas à la tribune en tant que CLR à un débat qui est organisé par un parti politique. Je ne veux pas mélanger les choses, mais je suis dans la salle. Mais le parti communiste local, à Mosellan, a pris position pour la suppression du Concordat. Ah. Le Parti socialiste n'est pas encore sur cette base. Il y a un certain nombre d'amis qui le sont, mais d'autres ont toujours peur d'avancer sur ce plan. Euh, je pense par exemple à quelqu'un qui est un ami personnel, le sénateur Jean-Marc Todeschini, qui a pris sa retraite de sénateur aux dernières élections, et qui me disait Michel, c'est pas le sujet, c'est pas le moment, faut parler social, faut pas parler de ça, on n'en parle pas. Et à droite, il y a un certain nombre de gens qui sont d'accord. Il y a un, euh, une députée de la majorité présidentielle qui nous soutient et qui a même un rôle non négligeable au sein de l'Assemblée, puisque je crois qu'elle préside une commission parlementaire et qui nous soutient et qui le dit ouvertement, mais elle n'est pas majoritaire dans son groupe. Merci Michel. Bien, écoute, je vais reprendre quelques questions qui nous sont posées par nos amis. Alors, une question de Mireille. Le droit local a-t-il un impact sur la gestion des écoles, administration, cursus, abstraction faite des modalités concordataires? Pas vraiment, pas vraiment, puisque la loi Fallou euh, impliquait non seulement l'enseignement religieux, qui était en tête des programmes de l'école primaire, mais il impliquait aussi un contrôle étroit, une participation des cultes à la vie de l'école et à l'organisation et au contrôle de l'école. Or, quand l'Alsace et la Moselle sont devenues allemandes en 1871, Bismarck, le chancelier Bismarck, euh, pour permettre une meilleure intégration des populations d'Alsace et de Moselle dans l'Empire, a donc maintenu des dispositions, dont la loi Fallou. Mais il a supprimé cela.
il a gardé l'enseignement religieux, mais il a supprimé le contrôle de l'école, la participation à la vie de l'école des cultes directement. Ça, c'était l'affaire de l'État. D'ailleurs, les religieux à l'époque, on voulait beaucoup à Bismarck d'avoir supprimé cela. Alors Chantal, un témoignage. Je suis Messine, de parents de l'intérieur, et j'ai été dispensé de cours de religion pendant toute mon enfance, il y a Oui, bientôt 70 ans. oui. La possibilité existe donc. Oui, non, mais là, alors on pourrait raconter l'histoire. Au début, il n'y a pas de dispense. Au début, il n'y a pas de dispense. L'excellent Robert Schuman, que certains voudraient béatifier ou canoniser, tenait d'ailleurs à la tribune de l'Assemblée nationale contre les enseignants qui ne voulaient pas dispenser l'enseignement religieux. Ils voulaient les mettre à la porte. Hein, et contre les parents, il ne devait pas y avoir de dispense et tout le monde doit y aller. Mais la dispense a été introduite officiellement sous le Front populaire, mais avec un formalisme. Il fallait que les parents, chaque année, aillent voir le directeur d'école ou l'enseignant, déclare vouloir une dispense en signant un papier écrit, etc. etc. Et ce système a duré très longtemps. Et il y a encore une vingtaine d'années, en Moselle, en Alsace peut-être encore plus récemment, il y a une vingtaine d'années encore, on a privé quelques mois des parents d'élèves d'allocations familiales parce qu'ils avaient retiré leur enfant de l'enseignement religieux en cours d'année, considérant que c'était insupportable. Ça, bien sûr, c'est fini, bien sûr. Et depuis maintenant quelques années, une dizaine d'années en Moselle, un peu moins en Alsace, on y a, même si le code de l'éducation n'a pas changé, les textes sont toujours là, mais dans les faits, il y a une évolution. On ne demande plus une dispense. En début d'année, on demande aux parents, est-ce que vous voulez l'enseignement religieux ou vous voulez pas? Ils cochent une case. Point. D'accord. Alors, Yannick qui nous fait une observation, en citant donc texte de loi, la République respecte toutes les religions. Une formule équivoque, point d'interrogation, respecter. Si on confond République et nation, on ne doit donc plus critiquer ni satiriser les fables religieuses. Je pense pas que c'est un sujet intéressant, mais je pense pas que c'est un lien direct avec la question du droit local, Hmm. du concordat. Et puis, entre nation et république, bon, comme disait l'autre, hein, vous avez 4 heures. Oui. On peut faire de nombreuses dissertations sur le sujet. Non, je crois que là, les choses ont été tranchées depuis maintenant belle lurette. Le délit de blasphème n'existe plus en France. Le droit de critiquer les religions n'existe plus. C'est ce qui permet, excusez-moi, je bafouille, ce qui nous permet d'ailleurs de dire que, par exemple, l'islamophobie n'existe pas, ou dans ce sens que on peut détester l'islam, on peut critiquer l'islam, ça ne veut absolument pas dire qu'on critique ou qu'on injurie ceux qui pratiquent l'islam. On distingue bien les deux sujets dans le droit français. On peut critiquer toutes les idées, sous toutes les formes, y compris par des dessins, mais on ne peut pas injurier des personnes. Mais et donc ça, je crois que le droit est constant sur le sujet depuis maintenant bien des années. Oui, absolument. Hervé nous donne quelques raisons d'espérer. Hervé qui nous écrit, chez les socialistes mosellans, les élus, les maires, sont plutôt défenseurs du concordat, ce qui n'est pas le cas du sénateur Michael Weber, qui a succédé à Jean-Marc Todeschini. Hmm. Cela dit, je ne suis pas sûr, dit Hervé, que le Conseil fédéral du PS de Moselle, s'il voit d'un bon œil le fonctionnement de sa commission laïcité, pilotée par 2 membres du CLR d'ailleurs, soit encore majoritairement pour la suppression du concordat. Mais, nous dit Hervé, on progresse. Ben, j'en suis ravi, je connais bien Hervé, hein. C'est un ami, et je sais qu'il fait tout au sein de sa fédération du PS, dont je ne fais plus partie depuis pas mal de temps, mais qu'il fait tout avec le président de cette commission laïcité pour faire évoluer les choses.
mais les pesanteurs sont importantes. Hum, hum. Alors, des remerciements de Sonia. Un grand merci à Michel Selig pour cet exposé très complet, passionnant. Je suis alsacienne. J'ai encore appris ce soir même, et enfant, j'ai subi les cours de religion qui étaient obligatoires pour moi dans le public. Je me bats contre ce concordat et contre le droit local dans ma région Grand Est. Trois départements n'ont pas le même statut que les sept autres. Pourtant, ne dit-on pas que la République est laïque, une et indivisible? Je plaide aussi pour l'ajout du mot laïcité à notre devise républicaine, nous aussi. Économiquement, la Champagne-Ardenne a souffert de cette région a souffert de cette région Grand Est. Beaucoup d'entreprises ont déplacé leur siège social en Alsace-Moselle pour bénéficier du droit Surtout en local, Alsace. Surtout en Alsace. surtout en Alsace. Ouais. Euh, oui, par exemple, comment dire, les caisses d'épargne d'Alsace, de Lorraine et de Champagne-Ardenne ont fusionné avec celles d'Alsace, et bien sûr, le siège est à Strasbourg. Bien sûr. D'accord. Même si la caisse d'épargne d'Alsace était bien plus petite que celle de Lorraine. Mais ça, c'est un autre problème. Non, mais je remercie notre ami qui sur sur son témoignage, et pour lui dire que, si tu le veux bien, Gilbert, j'ai essentiellement écrit ce que je vous ai dit là, et que ce texte sera bien sûr à disposition. Oui, absolument. Il sera à disposition de tous ceux qui le souhaitent. Il sera d'abord consultable sur notre site, dès demain d'ailleurs. Hein, dès Ouais, demain, vous pourrez y avoir ouais, accès. bien sûr. Et Oui, 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 Michel, oui. non, j'ai oublié. Voilà. J'ai oublié. Alors, pour relancer un petit peu, on te demande donc les références des arrêts du Conseil constitutionnel. Est-ce que tu peux nous les donner ou est-ce Ah, qu'on... je les ai pas là en tête, mais je les joindrai sur D'accord, sur mon texte. Je mettrai les références des QPC et des dates. très bien. Donc, ça figurera donc sur... Oui, oui. Bah, c'est une date et un numéro de QPC. Hein, c'est pas voilà. très bien. QPC, question prioritaire de Oui, constitutionnalité. oui. Alors, bon, merci pour cette conférence qui m'éclaire. Voilà, et là, on nous demande le texte de l'intervention. Il sera à Disponible. votre disposition. Alors, Marilène nous interroge, ne pensez-vous pas gênant tout de même que le Conseil constitutionnel ait affirmé que la République respecte les religions et non les croyants? Flou, sémantique, problématique, non? Point d'interrogation. Oh, Là encore, tu reprends à ton compte le point d'interrogation. oui, je mets point d'interrogation. Oui, après, on peut débattre de cette question-là, mais Ouais. Alors là, une question qui nous hante tous, hein, un spectateur anonyme qui ne veut pas dire son nom, ah, qui nous pose une question. Pour le vivre ensemble, y a-t-il risque d'une refonte du Concordat pour une extension à la France entière? alors les tenants du Concordat. Les tenants du Concordat, bien sûr, se mobilisent à l'occasion de la proposition de loi insoumise. Hmm. Hein, j'ai parlé des conséquences de la loi insoumise qui peut être, d'une certaine façon, exploitée par nos adversaires en disant oui, ce n'est que Mélenchon qui est contre. Hein. Or, contexte, dans le contexte politique actuel, ce n'est pas obligatoirement, sur l'ensemble du territoire national, quelque chose qui puisse aboutir. Mais ils en ont profité. Et il y a un article qui est paru dans le Figaro il y a quelques semaines, au mois de décembre, où les défenseurs du Concordat ont défendu d'autres arguments encore que ceux que j'ai évoqués. Si vous voulez, je peux vous en donner quelques-uns. Mais ils ont également avancé que c'est tellement bien que ça mériterait d'être étendu effectivement à l'ensemble du territoire national. Alors l'argumentation est la suivante. L'argumentation est la suivante. Grâce au régime dérogatoire des cultes, il y a euh, une, une possibilité de dialogue interreligieux extraordinaire. Hmm. D'ailleurs, le préfet réunit régulièrement les cultes, y compris avec les bouddhistes et les musulmans, etc. C'est magnifique. Ce à quoi je leur réponds.
Moi, il me semble évident que, même si je ne suis pas d'accord obligatoirement, il me semble que le président Macron réunit aussi régulièrement les cultes et pourtant il n'y a pas de régime concordataire national. Et que d'autre part, en prenant une formule très choc, qu'est-ce qui peut permettre de dire que de payer les curés, les pasteurs et les rabbins permet un meilleur dialogue entre l'Église catholique et le monde musulman, entre les protestants et les bouddhistes? Quel est le rapport entre le fait de financer certains cultes et le fait que tous les cultes puissent débattre ce qu'on souhaite qu'ils le fassent, mais qu'ils le fassent, qu'ils en soient à l'initiative. Il est évident que nous ne sommes pas pour une guerre des religions. Hmm. Hmm. Merci Michel. Je pense que nous avons répondu à l'ensemble des questions. De toute façon, je vous rappelle que euh, voilà, on attend le texte de ton intervention avec impatience pour pouvoir s'y replonger. Je crois Pas de qu'il problème, et je vais le compléter avec les références. Je vais regarder différents domaines, différentes choses où je vais peut-être mettre des références sur les lois, sur les choses. Je vais rajouter cela. Et donc, je t'envoie ça ce soir. très bien. Alors, pour conclure, pour suspendre un peu notre échange, quel est ton pronostic sur la possibilité d'annulation de ce concordat? Parce que c'est quand même aujourd'hui c'est la France insoumise, mais Oui, une partie de la gauche quand même revient oui, là-dessus. Alors oui, avec un peu plus probablement de virulence que ceux qui demandent l'abrogation de la loi Debré, hein, voilà. bien sûr, bien Euh, sûr. Quelles sont, à ton avis, les hypothèses là qui permettent d'envisager peut-être une suppression de ce concordat? Parce que la confusion entre le concordat et les dispositions du droit local, finalement, milite pour un maintien de ce statut. Oui, c'est ce qu'on nous rabâche tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors que c'est Oh, faux. mais le Concordat a été signé par Bonaparte en 1801 avec l'Église catholique. Oui. Je joindrai peut-être, pour ceux qui ne l'ont pas, le texte du Concordat. Il y a 17 articles, vous le lirez, et vous verrez qu'il n'y a rien sur la sécurité sociale, il n'y a rien sur la pêche, il n'y a rien sur la chasse, il n'y a rien sur l'enseignement, il n'y a rien de tout ça. C'est un contrat entre l'Église catholique et la République française. Point. Donc, il n'y a pas de lien juridique. Et donc, quand on nous dit que c'est lié dans l'esprit des gens, y compris et donc surtout de ceux qui le disent, que c'est lié pour eux. Hmm. Mais il y a juridiquement, il n'y a pas de rapport. Alors, faire bouger, je pense que là encore, hein, il ne s'agit pas de dire tout le mal que l'on peut penser de certains hommes politiques. Mais enfin, soyons clairs, en 2012, le dénommé François Hollande, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait quand même la possibilité de faire des choses avec une très large majorité à l'Assemblée et même une majorité au Sénat. Hmm. Pas extraordinaire, mais une majorité au Sénat. Il n'a pas profité de cela aucunement pour faire avancer les choses. Oui. Dans aucun domaine. Dans aucun domaine. Ne serait-ce que sur l'école. Ne serait-ce que sur un certain nombre de sujets de ce genre. Non. Alors, aujourd'hui, il faut bien le dire, le blocage du Sénat, alors il est total. Hmm. Il est total, il suffit d'écouter Retailleau, hein, c'est quand même du cateau très, 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 très virulent. Hein, Oui. et il n'est pas seul. Et donc, le Sénat est un moyen de blocage énorme. Alors, encore une fois, je ne crois pas à la possibilité, j'espère me tromper, à la possibilité de faire évoluer les choses sur le concordat dans un délai rapide. Oui. Mais je le répète, il faudrait faire avancer les choses sur l'école. Montrer que certaines dispositions religieuses d'Alsace et de Moselle peuvent être supprimées. Et ça serait un préalable, ça serait une première marche dans ce domaine-là. Parce que quand on a supprimé en 2017 le délit de blasphème, ça paraissait anecdotique, hein, parce que personne ne s'intéressait à la chose. Effectivement. Pierre nous indique que la décision sur Média se trouve facilement sur Internet. On trouve Oui, bien sur sûr, bien sûr, le bien cairn sûr, les commentaires de cette décision. Et bien merci sûr, bien à sûr, bien sûr. Michel
pour bien cette... sûr. Mais enfin, pour éviter aux gens de chercher, je mettrai les références dans mon papier. Oui. Alors, il y a une question de Mireille. Les établissements privés sous contrat sont-ils si différents des établissements concordataires? Qu'est-ce qui les distingue? Euh, les établissements, attention clair, les établissements concordataires. D'abord, encore une fois, je vais d'abord faire une petite parenthèse, tu me rappelleras si j'oublie la question. Euh, le concordat, traité entre l'Église catholique et la République française. Hmm. Donc déjà, quand on parle de régime concordataire pour parler des protestants ou des juifs, c'est déjà une extension du terme. Hmm. Quand on parle de l'école, c'est une extension du terme. Quand on parle des facultés de théologie, c'est encore au-delà. Hein. Donc moi, j'utilise rarement le terme régime concordataire en ensemble. Mais c'est vrai que c'est passé dans les mœurs. Hein. Mais les écoles publiques d'Alsace et de Moselle avaient, jusqu'il y a peu, un caractère confessionnel. Moi, quand j'étais à l'école primaire, ça fait quelques années, c'est vrai, mais encore il y a 25 ans, il y avait dans chaque village, dans chaque quartier de ville, souvent, une école protestante et une école catholique qui étaient distinctes. On ne mélangeait pas les enfants. Ça, les églises ont été obligées d'accepter, l'État a imposé les choses, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Il fallait rassembler les écoles pour assembler les classes, pour gérer les classes de manière plus rationnelle, supprimer un poste de directeur, etc., etc. Donc, les écoles aujourd'hui ne sont plus confessionnelles. Le seul élément qui distingue les écoles publiques d'Alsace et de Moselle des écoles publiques de la Gironde, du Pas-de-Calais ou de Paris, c'est l'enseignement religieux d'une heure par semaine qui est donné aujourd'hui par des intervenants extérieurs, essentiellement des dames catéchistes, et qui occupe une heure par semaine l'emploi du temps. Aujourd'hui, c'est ce qui reste. Mais avant, bien sûr, c'était beaucoup plus strict et il y Hmm. avait vraiment un régime confessionnel tel que le définissait la loi Fallou. Et donc, ce n'est quand même pas la même chose que les écoles privées catholiques de la France de l'intérieur, comme on dit. Euh, pour la bonne et simple raison que l'ensemble de l'enseignement, tout le reste de l'enseignement est strictement le même que celui qu'on a dans le reste de la France. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, je n'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose sur lequel on peut aussi insister. La charte de la laïcité qui avait été rédigée à l'école, qui a été rédigée sous Payon, cette charte de la laïcité est obligatoirement affichée dans les couloirs des écoles publiques d'Alsace et de Moselle. Et les circulaires disent, j'ai pu vérifier que ce n'est pas le cas, et ces circulaires disent que les enseignants, l'administration de l'école doit commenter cette charte aux élèves et si possible aux parents. Ce n'est pas le cas. Or, toute une série de dispositions de cette charte sont en totale contradiction avec l'enseignement religieux à l'école. Oui. Bon. Alors, ben, Hervé nous rappelle un bon souvenir. En début de carrière, quand j'étais instituteur, j'étais sur le papier, entre guillemets, instituteur catholique. Oui, parce il y avait deux écoles normales pour former les instituteurs, hein, les ancêtres des INSPE. Il y avait deux écoles normales, par exemple en Moselle, il y avait une école normale, il y avait des écoles normales d'abord de garçons et de filles, et puis il y avait l'école normale catholique, et puis il y avait des écoles normales protestantes en Alsace. Et donc, le gamin ou la gamine qui réussissait le concours pour entrer à l'école normale, eh bien, il fallait qu'il déclare sa religion, et il avait 4 heures d'enseignement religieux par semaine fait par des aumôniers qui lui enseignaient les bases et qui lui enseignaient comment enseigner cette religion aux élèves. Et jusqu'en 1974, c'était aux enseignants, aux instituteurs et institutrices d'enseigner cette religion. Mm. Et ce sont eux qui ont été les premiers dispensés Mm. d'enseignement religieux en 1974, puisqu'on leur a dit que c'était plus obligatoire. Aujourd'hui, je crois qu'il doit y avoir 2 très vieux instituteurs encore, à la limite de la retraite,
qui donne encore l'enseignement religieux quelque part en Alsace. Et sinon, plus personne ne le fait. Très bien. Bah, écoute, Michel, merci infiniment pour cette intervention. Donc, je rappelle que le texte sera, avec les références qui ont été demandées par nos amis sur le site donc du Comité Laïcité République. Pour ma part, je vous donne rendez-vous donc pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 29 février prochain et nous accueillerons Razika Adnani. Razika Adnani, que certains d'entre vous connaissent bien, est auteur de nombreux articles dans la presse. Elle est islamologue, écrivain et philosophe, et elle va nous intéresser à une question qui est essentielle selon elle, la question de la réforme de l'islam. Je vous lis simplement un extrait de l'un de ses ouvrages pour vous donner envie d'être là avec nous le 29. La question d'un islam nouveau qui permettrait aux musulmans de vivre entre eux et avec les autres dans la paix et la sérénité se pose. Si la question de la réforme de l'islam est posée depuis plus de 2 siècles, il est important de savoir pourquoi les musulmans ne parviennent pas à la concrétiser, quels freins bloquent-ils leur projet, la réforme doit-elle être une exception pour les musulmans vivant en Occident, comme le pensent certains, ou représente-t-elle une exigence pour tous les musulmans où qu'ils vivent? Voilà, nous aurons quelques embryons de réponse lors de l'échange que nous aurons avec notre ami Razika Adnani.